Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Bienvenue aux enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac prononcé en juin 1991 et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école. L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots, les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants. Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents, afin de rendre audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours scolaire. Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine, car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens reconnus et libres, fiers de leurs ambitions professionnelles demain. Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je Salut Ulrich. Salut Priska. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien. Et toi ? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler des effets néfastes des micro-agressions racistes sur le développement des enfants racisés. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter alors sur ce sujet ? Bon, on va parler de toutes les petites agressions que les enfants subissent régulièrement à l'école. Ce sont des événements qui sont assez violents pour eux et qu'ils subissent régulièrement. Voilà, des agressions qui vont revenir souvent, on va dire, sous différentes formes, pas toujours par les mêmes personnes, mais qui vont revenir régulièrement tout au long de leur scolarité. Donc ça peut être les insultes qui vont venir des enfants. Ça va être singe, caca, sale noire, mangeur de bananes, voilà. Ce genre de choses. Ça peut être aussi sur les cheveux, c'est des atteintes physiques. Les noirs sont moches, par exemple. Quand tu es asiatique, tu as des yeux déformés, tu as un accent, on t'appelle Ching Chong ou ce genre de choses. Quand tu es arabe, ça va être la beurette pour la fille. Le garçon va être le voleur, l'agresseur, le feignant. Tous ces stéréotypes en fait que nos origines véhiculent et qu'ils entendent. Ils répètent ce qu'ils entendent dans leur entourage. Ou ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient aussi dans les livres. Voilà. Tous les sous-entendus aussi qu'il peut y avoir, comme j'ai lu sur un mur Facebook une fois, une maman qui disait qu'on avait dit à son fils qu'il serait un délinquant quand il serait grand parce qu'il était noir. Ça, c'est quelque chose d'assez violent quand on entend quand on est petit, parce que ça sous-entend qu'en gros, notre avenir est déjà tracé et que tous les hommes noirs sont des délinquants. Donc ça, pareil, c'est ces petits sous-entendus qu'ils entendent régulièrement. Au niveau des sorties scolaires, j'ai déjà été témoin d'un enfant appelé le Momo, Momo, alors que voilà, et Momo il est hyper actif, Momo il fait des bêtises, Momo c'est pas comme ça, bon le Momo. Et ce genre de choses employées par des adultes, c'est encore une fois stigmatiser l'enfant, faire en sorte qu'il soit repéré plus que d'autres, alors que d'autres enfants qui peuvent s'appeler Julien, Guillaume, Jean-Charles. Bon, j'ai pas vu de Jean-Charles encore, mais bon, voilà. Ce genre d'enfants, à la moindre petite bêtise, quand ils font des bêtises, ne vont pas être reprochés toutes les 5 minutes et ces bêtises-là seront moins vues aussi. Voilà, c'est ça. Le poids du coupable. Oui, tout à fait. Les enfants racisés ont toujours une culpabilité. C'est-à-dire que même s'ils se font agresser, c'est que quelque part, ils l'ont cherché. Voilà. S'il y a un conflit, c'est peut-être de leur faute. Automatiquement, voilà, ça sera sous-entendu que ça sera de sa faute. Et s'il y a un conflit et qu'il doit y avoir confrontation, la parole de l'enfant racisé ne sera pas forcément écoutée. Ça sera toujours sous-estimé. Ça sera l'autre qui sera plus écouté, plus valorisé, et limite qui sera considéré comme la victime, même si c'est lui l'agresseur. Tout à fait. Et donc, quand on part sur un cheminement comme ça, l'autre conséquence qui aboutit en dehors de cette agression, c'est que l'enfant agressé, les enfants racisés,
peuvent devenir aussi des enfants qui sont victimes de harcèlement. C'est sûr. C'est pour ça que tous ces micro-agressions, comme on appelle nous, que subissent les enfants racisés, à long terme, parce que quand tu subis ça, de quel âge? On va dire que les premières, moi, c'est vers 4 ans. De 4 ans jusqu'à ce que tu ailles à la fac, donc jusqu'à ce que tu aies ton bac, si on va pas sur les grandes études déjà. Il faut que les gens s'imaginent ce que ça peut créer chez des enfants. Mais il faut vraiment que la lutte contre le racisme soit à la même hauteur que tout ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre contre le cyberharcèlement et le harcèlement à l'école. Tout à fait. Parce que pour moi, les conséquences, elles sont tout aussi graves. Ça peut conduire à tentative de suicide, ça peut conduire à des addictions, aux par exemple, comportements d'addiction. Voilà, d'addiction. Et ça peut conduire aussi au décrochage scolaire. Exactement. On se plaint assez que les enfants, comme ils disent, issus de l'immigration, n'ont pas assez de postes à haute responsabilité parce qu'il y a des décrochages scolaires. Mais derrière ce décrochage scolaire, qu'est-ce qu'il y a aussi? Quand vous êtes tout le temps agressé, humilié, rabaissé, qui a envie d'aller à l'école dans ces conditions? Personne. C'est une phobie, ça devient une phobie scolaire, en fait. Phobie. Et il y a autre chose qu'on ne prend pas aussi en compte dans ce genre d'agression, et la psychologue Aline Nativelle Hamoud parle de ça, c'est ce qu'elle appelle la dépersonnalisation. C'est quand même quelque chose de très grave. C'est qu'en fait, l'enfant va se construire une autre personnalité. C'est-à-dire que son vrai lui, son vrai être, il va même pas l'exprimer. Donc, imaginez ce que c'est de devoir chaque fois être en train de se contrôler pour dire... Pour plaire à l'autre, pour essayer d'adapter son comportement à ce que l'autre attend de soi. À ce que son maître peut attendre de lui, à ce que ses copains peuvent attendre de lui pour se faire accepter, pour se sentir bien et se sentir en sécurité. Donc, il faut imaginer ce que psychiquement, ça doit créer dans son esprit. C'est un effort, permanent. Donc qui engendre une fatigue. Voilà. Et c'est quand même fatigant d'être dans la peau de quelqu'un d'autre, de ce qu'on n'est pas. Il y a une dépersonnalisation, ce qui risque aussi de mener vers un trouble de personnalité. Essayer de se conformer à ce que l'autre attend de soi. Voilà. Pour éviter certains stéréotypes, se comporter différemment. Je me suis interdit les imprimés animaliers longtemps. Je commence à en porter que depuis l'année dernière, pour pas avoir ce côté encore, la femme noire est toujours représentée comme féline, sauvage, panthère, gazelle. Donc je me suis dit non mais ça sert à rien, j'ai pas envie de mettre ça pour tout de suite avoir le côté t'es une tigresse ou ce genre de choses. Donc c'est pour vous dire déjà qu'en grandissant, on se dit, ça y est, on a passé le cap de l'enfance. Mais pas du tout. Parce que tout, ça reste. Nos comportements sont quand même dus à notre enfance aussi. Voilà. Donc nos enfants, c'est la même chose. Ils vont s'empêcher d'être des enfants. Oui. Ils ne vont pas pouvoir jouer librement et vivre leur enfance ils ont déjà une pression, un poids à porter dû à leur couleur de peau. Que les autres enfants blancs n'ont pas. Ils ont cette innocence de pouvoir être des enfants, de jouer sans se dire que va-t-on penser de moi. Comment est-ce que je vais être regardée? Est-ce que si je crie, c'est parce que les noirs sont bruyants? Est-ce que si je joue au parc en jouant avec d'autres enfants, est-ce que c'est parce que j'ai envie de jouer, crier comme Apolline, ou est-ce qu'on va pas dire de moi que je suis bruyant comme tous les noirs Voilà. Oui, mais c'est pour ça. Donc toutes ces micro-agressions qui créent du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, faut se dire que ce n'est pas que on le voit, donc c'est des choses qu'on peut mesurer, mais sur son développement de son cerveau, ça a un effet. D'ailleurs, c'est Catherine Gueguin qui en parlait. Elle est docteure, elle était pédiatre. Donc elle en parle très bien parce qu'elle parle de l'effet du stress sur le développement du cerveau, et que ça rend en fait que en fait le cerveau était vraiment sensible au stress, et qu'un enfant qui subit régulièrement des micro-agressions, son cerveau va se construire vraiment différemment. Donc les différentes parties du cerveau vont pas se développer correctement. Par exemple, le cortex préfrontal, ce qui se trouve en fait à l'avant. Ce cortex-là, il va servir à l'apprentissage, à la mémoire, à la décision, aux émotions. Oui. Alors, un enfant qui va être régulièrement agressé, dévalorisé, disputé, pas écouté,
on ne va pas prendre en compte sa personnalité, voilà, cet enfant-là, au fur et à mesure, son cerveau ne va pas se développer. Il va s'atrophier. Il ne va pas il va pas se développer correctement. Et à partir de là, il aura des problèmes d'apprentissage, des problèmes de prise de décision, même de mémorisation des informations. Donc, c'est quand même important parce qu'avant, on ne parlait pas de tout ça. Mais de dire que toutes ces micro-agressions ont réellement un impact très néfaste sur quelque chose qui est quand même, comment dire ça, cérébral, pas la génétique, mais sur la construction de son cerveau, du cerveau, quoi. Le racisme est une micro-agression continuelle qui, lui aussi, comme les autres agressions, va créer chez l'enfant du stress, et que ce stress-là aussi va jouer sur le développement cérébral de l'enfant. Et le lobe frontal, lui aussi, c'est comportements sociaux et relationnels. Et que si ce lobe ne se développe pas correctement, quand il va parler, par exemple, à une autre personne, quand il va se sentir en situation de stress, il va avoir un comportement qui n'est pas attendu. Ça veut dire qu'il ne va pas être capable de relativiser, de prendre du recul, et ses émotions vont déborder comme un enfant de 3 ans. Quand votre enfant de 3-4 ans fait des crises parfois, c'est parce que son cerveau n'est pas mature. Oui. Et parfois, on a aussi, dans certaines situations, des adultes qui vont faire de grosses colères, parce que peut-être, des petits, ils ont reçu tout le temps des micro-agressions. Voilà. Donc, c'est quand même important de se dire, ça a un impact réel sur le développement du cerveau de nos enfants. On casse les rêves de nos enfants dès le début, c'est ce qu'on disait aussi dès le premier épisode, et aussi lors du jingle. Je ne sais pas si on appelle ça un jingle. De l'introduction. L'introduction. Non, mais tu sais, la musique, comment on appelle ça? Un jingle? Oui, c'est Lancer ça. le jingle. Non, je pense que ça ne s'appelle pas comme ça. Je sais pas, écoute. Donc voilà. Donc lors de... Voilà, donc... On casse les rêves des enfants, parce que toi, tu peux pas être astronaute, justement. Tu ne pourras pas être, je sais pas moi, avocate. Toi, tu vas être bonne à être femme de ménage, ou tu vas faire un CAP, un BEP, tu vas, voilà. Donc, c'est pareil, on n'autorise pas le fait de forcer, de pas autoriser l'enfant à rêver à ce qu'il pourrait être. Le rêve, moi j'avais envie d'être infirmière et en même temps bonne sœur. Bon, ça n'a rien à voir. Mais ça ne vient pas de toi, ça. D'où ça vient? D'où vient ce côté je veux être bonne sœur? Je sais pas. Bon, mais on a tous des rêves quand on est enfant, et on se dit ça va arriver. Mais c'est en grandissant ce choix de ce qu'on veut faire. C'est nous qui le décidons. C'est pas la société. Alors que les enfants racisés, depuis tout petit, on leur répète que non, ça tu pourras pas faire. Déjà, si tu fais ça, c'est est-ce bien. qu'on leur répète Mais pas nous. Mais je parle du niveau du bien système sûr, scolaire, à l'école. Mais est-ce qu'on leur répète réellement est-ce qu'on leur répète réellement non, tu feras pas ça. Mais est-ce que c'est pas quelque chose d'injecté inconsciemment? Est-ce que c'est un adulte qui leur dit ça, ou est-ce que c'est toutes les images, toutes les représentations, tous les gens autour qui font que en fait ils se disent non, moi je pourrais pas être ça? Ça joue. Parce que les deux jouent. Parce que tu vois, moi je vais donner l'exemple de mon cas où quand j'étais en première, j'ai eu mon envie de devenir chirurgienne esthétique. Ah, esthétique, et pourquoi ça? Carrément. Me demande pas. Pourquoi esthétique? Je sais pas. On était en première déjà. Voilà, en première S. Et le premier truc que mon prof principal m'a dit, il m'a regardé et m'a dit, parce que vous voulez vraiment être chirurgienne esthétique? Et le vous voulez vraiment, ça ne voulait pas dire c'est pas faisable. Mais toi, t'avais des grands rêves, toujours. Non, mais c'est bien, quoi. Tu vois? Déjà, tu t'es permise de rêver ça. Voilà. C'est génial, quoi. Sauf que mon prof, il m'a calmé direct. Il m'a dit... ayez déjà votre bac, on verra. Parce qu'avec les gens comme vous, c'est très... Voilà. D'accord. Mais quand ton prof te dit avec les gens comme vous, on sait comment ça se termine, tu sais que inconsciemment, il sous-entend que déjà, si tu as ton bac, c'est bien, quoi. Donc, cherche pas à aller plus loin. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est que peut-être petit, je pense que c'est pas dit ouvertement, mais plus tu grandis, c'est dit ouvertement. D'accord. Dans ce sens-là. Oui. Où on te fait comprendre que tu n'as pas les capacités, donc contente-toi d'aller faire ton CAP, contente-toi de faire ci, ça sera déjà très bien. Après, petit, c'est vrai que petit, ce n'est pas dit aussi ouvertement. Mais petit, c'est aussi l'imaginaire se travaille aussi avec ce qu'on a autour de soi. Tu crées ton imaginaire avec aussi ce qu'on t'apporte. Ça veut dire que
pas plus tard qu'il y a quelques temps, on discutait et on parlait de la princesse blonde. Si, tu vois, si tout ce qui est autour de toi, toutes les représentations autour de toi, toutes les représentations qui te permettent d'imaginer des choses extraordinaires ne te ressemblent pas, alors au début, tu vas dire, ouais, moi, je serais cette princesse blonde, je serais, voilà. Et puis au fur et à mesure, tu vois, tu as la princesse blonde. Et puis, tu as l'autre, là, à côté, derrière, un peu. C'est comme dans l'art, quand tu regardes les tableaux. Alors, bien sûr, tu as des femmes, tu as les émotions de ceux qui sont blancs à côté, tu vois. Et puis, tu as l'espèce de truc là derrière, au fond, qui est noir, mais d'un noir sombre, sans aucune nuance, qui ne ressemble absolument à rien et qui sert juste d'objet, là, tu vois. Donc, au fur et à mesure, c'est pareil. Tu l'as intégré, ce truc-là aussi, au fond, là, derrière, qui te ressemble. Voilà. Donc, elle est où ta place ? Est-ce que tu es celle qui a le droit d'être Amélie Poulain ? Ou est-ce que tu es le balayeur qui passe à côté d'Amélie Poulain tous les 5 secondes, tu sais, c'est ça. Est-ce que tu es l'épicier qui fait des... Voilà. Est-ce que tu as le droit, toi aussi, d'être cette rêveuse, Est-ce qu'on fait des films sur toi où tu n'es pas juste, comme dans Mon métier, Noir n'est pas mon métier, Est-ce que tu as le droit d'être juste une personne en train de, je sais pas, d'être mère, d'être la fille fofolle qui, être... la créatrice, voilà, des tonnes de choses. Non, tu dois être terre à terre, tu dois représenter l'immigration, tu dois représenter la souffrance, tu dois représenter, enfin, tu vois, il y a tout ça aussi. Et en grandissant, en fait, tu as toute cette chose qui fait aussi que ça t'empêche d'imaginer, de te créer. Toutes ces micro-agressions ont bien entendu une répercussion dans la vie d'adulte. Font aussi la construction. En fait, on se construit de cette façon-là. On se construit aussi avec toutes ces micro-agressions et ça a des conséquences. Donc, ça a des répercussions dans la construction de l'adulte que nous serons plus tard. Enfin, que nous sommes maintenant, nous, et que nos enfants seront plus tard. Donc, ça a des conséquences parce que ça provoque du stress, du mal-être, de la dépersonnalisation. Donc, par exemple, sur le mal-être, en fait, c'est... on fragilise l'estime de soi, déjà. Parce qu'en gros, déjà, comme l'entourage le plus en dehors de la famille, parce qu'on ne va pas parler du côté familial. On parle du côté scolaire. On parle vraiment du côté scolaire. Pour le moment, on viendra après plus tard pour la famille. Même si dans la sphère familiale, on est valorisé, quand on sort et qu'on se retrouve face à des individus qui vous ramènent toujours au fait que le fait que vous ne soyez pas blanche, c'est quelque chose de négatif, l'estime de soi est fragilisée. Il y a une fatigue, il y a une fatigue constante, il y a une réelle fatigue face à une agression. C'est comme l'histoire de la goutte d'eau, par exemple. Si on vous fait pendant des années une goutte d'eau, c'est de la torture au bout d'un moment, ça creuse. Voilà. Ça creuse. Donc c'est exactement la même chose en fait. C'est des douleurs qui, on a beau être renforcé au sein de sa famille, on ne reste pas toute une vie au sein de la famille. On passe quand même la majorité de notre temps à l'extérieur, à l'école. Mais en tant qu'enfant, on est confronté au monde extérieur. On ne peut pas vivre dans un cocon interne. Mais toutes ces agressions, ces micro-agressions, ça ne peut pas faire un adulte qui est forcément bien dans sa peau. Même s'il passe outre, on dit que les enfants font preuve de résilience, mais la résilience, à un moment... tu peux intérioriser et puis tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il est quand même important de dire qu'il y a ceux qui arrivent à passer outre. Mais il y a plein de personnes qui ne passent pas outre non plus. Nous n'avons pas bien sûr les mêmes personnalités, les mêmes capacités à gérer les émotions, pas les mêmes familles à l'intérieur, pas les mêmes, on croise pas les mêmes personnes après. Donc il y a tout un tas de facteurs qui fait que non, c'est sûr, pour peut-être quelques petits qui y arrivent, il y en a combien qui vont être cassés par ces expériences. Il y a combien de gens qui vont être laissés sur le carreau par ces expériences racistes. Et je fais juste une petite parenthèse quand même parce que je trouve ça quand même important. J'entends régulièrement que le colorblind, on va nous dire écoutez, vous faites une fixation sur ça, moi je ne vois pas la couleur. Alors à partir du moment où une personne me dit qu'elle ne voit pas la couleur, pour moi c'est qu'il y a un problème. Soit elle a un problème, elle ne voit qu'une couleur, donc dans ces cas-là qu'elle m'avoue qu'elle ne voit ni le vert ni le rose. Donc quand je porte un pull vert, ça veut dire qu'elle ne le voit pas non plus. Quand elle voit une blonde, elle ne fait pas la différence entre une blonde et une brune. Quand j'ai un pantalon rouge, dans ces cas-là, elle ne voit pas non plus la différence. Ce côté je ne vois pas la couleur, pour moi ça me montre bien qu'on voit la couleur, mais qu'on ne veut pas l'admettre. Que les maîtresses vous disent qu'elles ne voient pas qu'un enfant est roux, qu'un autre est blanc, que l'autre a des cheveux noirs, que l'autre a des lunettes, que l'autre... Enfin, non, on ne peut pas me dire ça, tu vois. Donc, ce côté, je ne vois pas la couleur, pour moi, c'est la preuve même qu'elle voit quelque chose et qu'elle ne veut pas l'admettre. Qu'elle ne veut pas admettre que cette couleur peut créer une différence. Oui.
Alors par contre, si une personne me dit, oui, moi j'ai un réel problème, il y a des daltoniens, il y a des voilà, moi je vois vraiment pas la couleur entre le gris, le blanc, le rose, le vert. D'accord, on en parle. Mais qu'on me dise pas qu'on voit pas la couleur, ou alors je viens d'apprendre qu'en France il y a énormément de gens qui ont des problèmes, voilà, avec leurs yeux. Oui, c'est clair. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse de cette mais couleur c'est qui important. me tenait C'est quand même à important cœur. parce qu'au final, cette histoire de je ne vois pas la couleur, ça évite le sujet du racisme. Ça renvoie encore au fait que les personnes qui en sont victimes affabulent. Voilà. Et puis, En fait, c'est ça. Et puis C'est ça, personnellement, en je trouve ça d'un ridicule. Enfin, je sais, voilà, c'est du déni, c'est un réel déni. Voilà. Mais c'est un déni. Je te dis pour fuir et pour affronter le problème. Quand tu dis qu'il n'y a pas de problème, t'as pas besoin de le régler. Donc là, de dire qu'il n'y a pas de couleur, c'est histoire. La technique de l'autruche. Voilà, je c'est ne vois ça. plus Je la ne couleur. vois pas de couleur. Où est le trou? Oui, le trou. Voilà. Que je mette ma tête, parce que là, quand tu passes, je vois plus la couleur. Je ne vois plus. Donc c'est ça en Voilà. fait. C'est conscient. Pour moi, c'est conscient quand ils disent qu'ils ne voient pas la couleur. Ouais. Mais bon. Et donc, revenons au mal-être. Voilà, en fait, au on disait mal-être que, voilà. voilà, le mal-être fragilise l'estime de soi, ce qui mène aussi en fait à des comportements. Quand on est fragilisé, il y a quand même des enfants qui vont jusqu'au passage à l'acte. Le mal-être des personnes, des Noirs, des Arabes, ne pas étudier en fait le problème, pour moi, c'est justement faire semblant de ne pas le voir encore une fois. Ne pas étudier le fait de combien de Noirs dans une société avec un poste à responsabilité, où est la dérive? Moi, je reviens là-dessus pour te dire qu'à côté de ça, ils ne font pas de statistiques dessus. Mais par contre, je suis désolée, mais quand il s'agit de parler de violence et d'agression et ce genre de choses, la statistique, elle est là quand même. Quand la dernière fois, j'ai vu un article d'un sociologue, je ne pourrais pas vous le redire parce que il m'est sorti de la tête. Faut qu'on soit précis. Oui, parce que je l'ai vu ouais. sur le site Axe Pluriel du docteur Ferdinand Nzambe, où le sociologue disait que la majorité des délinquants étaient des enfants dont les parents étaient d'Afrique noire. L'étude a été faite. Et c'était pour parler de délinquance. Voilà. C'est que il y a certaines... Bon, il y a des études qu'on peut faire. Par contre, on va peut-être pas avouer pour de vrai, même si on le voit tous. Voilà. Donc, à partir du moment où ils arrivent à faire des études sur les délinquants pour prouver que la majorité viennent d'Afrique noire ou du Maghreb, pourquoi ils ne pourraient pas faire la même chose pour des choses plus positives c'est positif, ça? Non, quand je dis des choses plus positives, c'est tout simplement pour montrer la réalité des choses. Parce qu'ils sont toujours à dire, voilà, le mal-être de la France. C'est quand ça arrange, en fait. Voilà, c'est surtout quand ça arrange. Donc, le mal-être qu'il y a en France, la violence qu'il y a en France, elle a une source. Ce sont ces enfants qui descendent de parents d'immigrés. Mais pour dire qu'il y a des avocats et que peut-être qu'il en faudrait un petit peu plus et que dans la profession de l'enseignement, il y a pas assez de représentativité, là, c'est pas fait. Tu vois? Oui, et puis après, c'est pareil. Quand il y a un noir, ça va être le seul noir en tant que prof qui va être entouré de blancs. Donc, il n'y a aucun poids, en fait. Parce qu'encore une fois, si lui va vouloir dire quelque chose, on va lui dire « Non, mais attends. » En fait, il sera dans la même situation que les enfants. Ce sera « Attends. Là, tu nous traites de racistes, là, quand même. » Quoi? On a juste dit Bamboula. Il est où le problème? C'est pas la police qui disait ça. Il a juste dit Bamboula. C'est acceptable. Tu vois? Donc voilà. À partir de là, j'ai envie de dire voilà. Donc même lui se fait agresser régulièrement. Et donc c'est pour ça que moi je reviens encore sur mon truc de harcèlement à l'école. Vas-y. Donc quand on parle de racisme, ce n'est pas pour se victimiser, ce n'est pas pour créer du communautarisme comme on peut l'entendre parfois. C'est parce que ça a vraiment des conséquences sur le développement de nos enfants. Ça a des conséquences sur leur vie future dans la mesure où on peut se retrouver face à des personnes qui ne s'aiment pas, face à des personnes qui ont des comportements, comme je dis, limites dans le sens où ils cherchent l'approbation. Donc, ça crée des personnes... au regard de l'autre. Voilà. Ils cherchent à se conformer, comme on disait, à l'autre. Et ils n'ont pas de personnalité, ils ne savent plus être eux-mêmes. Voilà. Donc, ça crée aussi des
ce mal-être quand on est adulte. La dépression. Voilà, à la dépression, chose qui est tabou dans les communautés, hein, c'est que la dépression, le mal-être, c'est quelque chose, c'est pour les blancs. Nous, on est forts. Voilà, c'est pour mais les. on a intégré ce stéréotype. Donc du coup, nous sommes des gens forts. C'est ça. Nous sommes des personnes fortes. Donc nous, le mal-être, on connaît pas, la dépression, on connaît pas. On peut recevoir les coups, on encaisse, on va dire. On encaissera toujours. Mais moi, j'ai envie de dire, les guerriers que nous sommes, nous aussi, on a droit au repos. On a droit à de la tranquillité. On a droit à de l'apaisement. On a le droit d'être qui on a envie d'être. Un guerrier, c'est pas un guerrier. Et puis si on n'a pas envie d'être un guerrier, d'ailleurs. Si on n'a pas envie d'être un guerrier. Voilà. Et si nous aussi, on a envie d'être fragile. Voilà. Pourquoi ? Parce que tu es noir, tu es plus fragile. On dit toujours cette phrase, le Babtou fragile. Mais moi, j'ai envie de dire, si je suis pas un Babtou et que j'ai envie d'être fragile, j'ai le droit. Je revendique ma fragilité. C'est ça, en fait. C'est qu'il faut aussi qu'on arrête de véhiculer ce côté où nous, les Noirs ou les Arabes, ou tous ceux qui ne sont pas parce blancs. qu'on a intégré ce stéréotype. On intègre beaucoup de stéréotypes, d'ailleurs. Mais que la société nous dit. Quand, ah oui, mais les mamas africaines, elles sont agressivité, voilà, tout ce genre de choses. Donc, en gros, faut vraiment se dire que le guerrier qu'on est censé être a droit à du repos. Qu'on n'a pas choisi d'être. Et qu'on est devenu. Voilà, tu as raison, qu'on n'a pas choisi d'être. Qu'on est devenu a droit à du repos, à de la tranquillité, à de la sérénité. Et que tous les enfants ont droit à ça, à avoir le droit de sauter partout, de crier s'ils ont envie. De jouer, d'être un enfant. Et pas avoir ce poids des stéréotypes permanent sur les épaules. Et de toujours être la représentation d'être le noir qui représente la communauté noire, d'être l'arabe qui représente la communauté arabe, d'être l'asiatique qui représente la communauté asiatique, avec tous les stéréotypes négatifs qui vont avec. Un enfant a le choix d'être ce qu'il veut et face au racisme, devrait avoir le choix. Et le racisme est un état de stress permanent pour nos enfants. Tout à fait. Exactement. Je suis d'accord avec toi, Ulrich. Non, mais c'est parce que dès que tu parles de racisme, c'est toujours minimisé. Exactement. C'est toujours ce côté communautariste que j'aime pas du tout parce que c'est pas la réalité. Et la réalité, c'est que nos enfants souffrent et que on n'a pas envie que ça continue. C'est comme nous, on a pu souffrir et qu'on est devenu adulte, on a passé outre, mais on est passé par des moments de mal-être qui font que qu'on n'a pas forcément exprimé à nos parents. Ça aussi, il faut le dire. Mais nos enfants, même s'ils ne le disent pas, je pense qu'il y a de la souffrance. Et donc, cette souffrance doit être prise en compte et il doit y avoir des moyens d'action. Voilà, tout à fait. Nos enfants ont encore une fois le droit d'être des enfants comme tous les autres enfants. Voilà, avec des problèmes d'enfants, des inquiétudes d'enfants. Voilà. et pas le poids de cette société, pas le poids du racisme. Et pas le poids des stéréotypes. Voilà. Ce sont des enfants, ils ont leur identité. Ils n'ont pas l'identité noire ou l'identité maghrébine ou l'identité asiatique. Ils sont uniques avant tout. Voilà, c'est ça. Alors, et si vous avez aimé Les Enfants du bruit et de l'odeur, n'hésitez pas à faire le plus de bruit possible en parlant autour de vous, comme d'habitude, et en partageant sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des remarques que vous voulez nous faire parvenir, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires également sur notre Twitter, Instagram ou Facebook. Et notre boîte mail est disponible. C'est les enfants du bruit et de l'odeur, tout attaché, @gmail.com. Voilà, donc vous n'hésitez pas. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde pour le podcast, on ne pense pas forcément à tout et qui vous tiennent à cœur, vous nous les envoyez. Si vous voulez témoigner aussi. Voilà, si vous avez envie que votre enfant témoigne, parce qu'il y a peut-être des enfants qui ont envie de faire entendre aussi leur voix, leur expérience pour se soulager, parce qu'il y a des enfants aussi qui ont besoin de parler. Tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter. Nous, on est disponible. Voilà. Et comme vous voyez, on ne voit pas votre visage. Hein. Non. C'est totalement anonyme. Voilà. On changera les prénoms. Donc, c'est pas filmé. On se filme que Prisca et moi. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est notre côté mégalomane. Et donc, faut pas hésiter. On respecte vraiment l'intimité. Donc, si vous avez envie de parler, de discuter avec nous, vous pouvez nous envoyer un petit message sur notre Gmail. Voilà. Et j'insiste, mais n'oubliez pas, il faut nous mettre 5 étoiles. 5 étoiles. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit à très très vite. Oui, à très vite les amis. Les amis. Ah ouais, carrément. Ce sont nos amis maintenant. À très vite les amis. Mais moi, je suis moqueuse. Bon, allez. Salut Ulrich. Salut Prisca. À bientôt. À bientôt. Moi, quand je serai actrice.